la morphologie, la variation qu'on trouve chez les humains s'explique par le sexe. Alors, de faire abstraction du sexe pour définir des sexes, c'est ridicule. Un continuum établit le principe d'un changement graduel entre deux pôles. Ce changement est fondé sur certains critères. Selon la vision antibinaire, un pôle représenterait ce qu'est un mâle, alors que l'autre représenterait ce qu'est une femelle. Il reste donc à peupler l'espace entre les pôles. D'une part, selon les antibinaires, de rares individus qu'on appelle intersexes, montrant une variété d'anomalies développementales du système reproducteur, peupleraient l'espace entre les pôles du continuum. On voit donc, dans plusieurs définitions du sexe, la mention de personnes intersexes, en plus des mâles et des femelles. D'autre part, ce serait la variabilité des traits du développement sexuel des individus qui déciderait de leur position dans l'espace entre les pôles. On a ici développé des concepts de sexe complexes qui documentent la variabilité sur plusieurs niveaux de sexe. Par exemple, on va parler de sexe chromosomique, de sexe gonadique, de sexe hormonal, de sexe anatomique et même de sexe cérébral. Ainsi, l'espace entre les pôles se trouverait peuplé d'humains ayant des degrés variables et cumulatifs de traits biologiques liés avec le système reproducteur. C'est-à-dire, la variabilité, c'est beau, mais c'est intéressant, c'est très important au point de vue évolutif, mais ça définit pas le sexe. En fait, nos gouvernements ont adopté des définitions du sexe qui ne reflètent pas la réalité scientifique strictement binaire et qui vont implicitement dans le sens d'un continuum. Voici 3 exemples qui confirment cette tendance. Le premier exemple, c'est selon les lignes directrices du ministère de la Santé et des Services sociaux du Québec, le sexe se définit comme suit. Comprend les caractéristiques biologiques d'une personne, soit ses organes génitaux internes ou externes, ses taux d'hormones ou ses chromosomes sexuels. Le sexe est généralement décrit en termes binaires, c'est-à-dire qu'on fait alors seulement référence aux femmes et aux hommes. Toutefois, la binarité ne tient pas compte de la diversité réelle des sexes, puisqu'elle n'inclut pas les personnes intersexes. Clairement, cette définition-là s'aligne beaucoup mieux avec l'idée d'un continuum que de la binarité sexuelle. Premièrement, ce qui est remarquable dans la définition, c'est qu'on ignore la fonction principale du sexe, la reproduction. On mentionne pas la présence de 2 gamètes asymétriques. En fait, c'est assez incroyable qu'une définition du sexe ignore la reproduction. On peut spéculer que l'oubli est pas tout à fait accidentel parce que
la mention même du processus de la reproduction doit automatiquement faire référence à la binarité. Puis la binarité, évidemment, c'est incompatible avec la notion proposée de continuum, qui se veut antibinaire. Deuxièmement, la définition classe les individus en fonction d'un amalgame de traits reliés au développement sexuel. Il y en a une longue liste. Et, de fait, l'objectif des antibinaires, c'est de promouvoir la variabilité de ces traits morphologiques ou physiologiques qui sont liés au sexe pour créer l'effet graduel du continuum lors de l'identification sexuelle. On s'éloigne là de la binarité. Or, cet amalgame de traits biologiques variables, parce que chacun des traits mentionnés est très variable, c'est pas le sexe, ça. C'est la conséquence du sexe. On va y revenir plus tard. Troisième point, important associé à cette définition, qui indique qu'elle suit un continuum, on finit par affirmer à la fin qu'il existe des personnes intersexes qui seraient de sexe donc distinct des mâles et des femelles. Bon, ceci est faux. Comme nous l'avons vu dans l'une des vidéos, les personnes intersexes, peu importe la formule de leur chromosome sexuel ou la nature des anomalies hormonales ou morphologiques qu'elles vont avoir dans leur système reproducteur, ces individus-là appartiennent à la variabilité sexuelle des mâles et des femelles. Parce qu'elles produiront, si elles en ont la capacité, un des deux types de gamètes. C'est-à-dire soit les spermatozoïdes, soit les ovules. Il n'y a pas de troisième type, tout comme il n'y a pas de troisième sexe. Alors donc, c'est la réalité. Ces trois points-là, on va les retrouver dans les autres définitions. La deuxième définition que j'aimerais discuter provient du Grand Dictionnaire terminologique de l'Office de la langue française qui définit le sexe de la façon suivante. Ensemble de caractéristiques anatomiques et physiologiques distinguant le mâle et la femelle chez les espèces à reproduction sexuée. Alors, on voit ici une autre définition où on définit le sexe sans parler de reproduction, sans parler des gamètes. En fait, on définit le sexe par un ensemble de caractères, et un cumul de caractères. Et évidemment, ces caractères-là sont variables, donc vont dans l'idée d'un continuum. Il est noté que, selon leur sexe, les individus sont masculins, féminins ou intersexués. Alors, on parle encore d'individus intersexués, c'est-à-dire que on veut absolument ajouter des sexes ou ajouter des éléments au continuum. Alors, on a déterminé déjà que les individus intersexués font en fait partie des mâles et des femelles. La troisième partie, la définition dit le sexe est l'amalgame de plusieurs concepts plus spécifiques. Le sexe chromosomique, le sexe gonadique et le sexe somatique, entre autres. Alors, il est un peu bizarre ici de voir dans la définition du sexe mentionner le mot sexe. Mais ça, c'est un peu circulaire comme définition. Néanmoins, ici, ça met en évidence, encore une fois, que le sexe serait un cumul de traits biologiques reliés au système reproducteur. Et j'ai déjà mentionné que ces traits-là sont peut-être variables, mais c'est pas une définition du sexe, ce sont des conséquences du sexe. La troisième définition que j'aimerais discuter brièvement, c'est la définition du sexe qui provient de l'Institut de recherche en santé du Canada. Cette définition se lit comme suit. Le terme sexe renvoie à un ensemble d'attributs biologiques retrouvés chez les humains et les animaux. Il est lié principalement à des caractéristiques physiques et physiologiques. Par exemple, les chromosomes, l'expression génique, les niveaux d'hormones et l'anatomie du système reproducteur. On voit ici, encore une fois, le cumul de traits biologiques, et ce cumul de traits biologiques ne peut pas définir le sexe, puisque c'est une conséquence du sexe. Et je continue la définition. On décrit généralement le sexe en termes binaires, femme ou homme, mais il existe des variations touchant les attributs biologiques définissant le sexe, ainsi que l'expression de ces attributs. Alors, cette partie-là est intéressante, parce que bien qu'on n'ait pas parlé de reproduction, encore une fois, dans la définition, on n'a pas parlé de gamètes, on suggère que le sexe est binaire. Mais on apporte une nuance, et cette nuance-là, encore ici, est importante.
il existe des variations touchant les attributs biologiques. Alors, on porte une attention particulière à la variation des attributs biologiques et on suggère que ça définit le sexe ainsi que l'expression de ces attributs. Donc, on est en plein dans la notion de continuum et on s'éloigne de la notion de binarité. Ces définitions du sexe reflètent une vision anti-binaire qui est compatible avec la notion d'un continuum sexuel. Si on pense au continuum sexuel là, des antibinaires, ben essentiellement, je dirais que personne n'est vraiment représente vraiment les pôles. Il est illusoire et artificiel de tenter de définir le sexe d'un individu en se fiant uniquement à un amalgame ou un cumul de traits biologiques liés au développement sexuel, sans tenir compte du fait que l'individu peut appartenir à l'un ou l'autre des deux morphologies possibles qui vont produire soit des petits gamètes ou de gros gamètes. La binarité sexuelle est incontournable quand vient le temps de décider du sexe d'une personne. Je m'explique. Parlons un peu des caractères sexuels secondaires. Ce sont des caractéristiques physiques qui ne sont pas présentes à la naissance et qui se différencient lors de la puberté. Des exemples de caractères sexuels secondaires, la grosseur des seins, la largeur des hanches, la pilosité faciale, la longueur du pénis clitoris, la musculature générale, et il y en a d'autres. Prenons donc comme exemple la pilosité faciale. La pilosité faciale est un caractère sexuel secondaire, en partie héréditaire, qui est particulièrement variable chez les humains. Certains humains ont une pilosité faciale marquée, alors que d'autres en ont peu. Or, l'association pilosité faciale marquée et mâle existe parce que l'on sait que ce trait est commun chez les humains qui produisent de petits gamètes, c'est-à-dire des spermatozoïdes ou communs chez les mâles. Alors que les visages sans pilosité se retrouvent surtout chez les individus qui produisent de gros gamètes. Alors, on pense ici donc qui vont produire des ovules, c'est-à-dire les femelles. Il en va de même pour tous les traits liés au développement sexuel. Il existe des femelles qui ont une pilosité faciale marquée, alors que certains mâles en ont peu. L'idée d'un continuum entre deux pôles pour ce trait signifierait qu'une femelle qui a une forte pilosité faciale serait moins femelle que celle qui se situerait plus près du pôle femelle. La même chose pourrait être dite d'un mâle avec une faible pilosité faciale. En fait, il en serait de même pour tous les traits, d'où l'importance de la binarité sexuelle. Pourtant, la réalité est toute simple. Les traits liés au développement sexuel, qu'ils soient de nature chromosomique, gonadique, hormonaux, morphologiques, sont une conséquence du sexe et ils sont variables à l'intérieur de chaque sexe. Ainsi, peu importe la variabilité des caractères sexuels secondaires, du taux d'hormones, la formule chromosomique par exemple, le sexe d'un individu se détermine obligatoirement et uniquement par sa capacité à produire de petits gamètes ou de gros gamètes. Enfin, la simple référence à un amalgame ou à un cumul de traits biologiques pour définir le sexe d'un individu évacue le cadre organisationnel hautement structuré du développement sexuel. Les traits du corps humain n'apparaissent pas au hasard, mais sont le résultat du déroulement d'un programme développemental séquentiel et ordonné inscrit dans les gènes. La résultante du sexe est donc une construction biologique complexe et non un amalgame de traits. Cette construction biologique est le résultat d'une histoire évolutive fascinante qui va bien au-delà de notre propre histoire en tant qu'espèce, mais même au-delà de l'histoire des mammifères et des vertébrés. Chaque étape de la séquence développementale menant vers la maturité sexuelle mâle ou femelle peut présenter de la variabilité au gré de diverses influences génétiques ou environnementales. Cette variabilité n'a rien à voir avec la définition du sexe. Elle ne multiplie pas le nombre de sexes et ne veut pas dire que le sexe est un continuum. Elle signifie simplement que le parcours du développement sexuel à l'intérieur de chacun des individus
et à l'intérieur de chacun des sexes est variable. En conclusion, la définition du sexe d'un individu ne se fait pas en fonction d'un continuum. S'il est vrai que les traits liés au sexe peuvent présenter de la variabilité, la définition du sexe doit toujours être centrée sur la fonction reproductive et sur les particularités de sa binarité. De plus, réduire le sexe à un cumul ou un amalgame de traits biologiques constitue non seulement un déni de la réalité du sexe binaire, cela constitue un déni de la réalité évolutive de notre espèce. Parce qu'on a tous des traits plus ou moins masculins, plus ou moins féminins. Dans le sens que, je sais pas, moi, prends pilosité faciale. Moi, j'en ai pas beaucoup. Il y en a d'autres qui en ont beaucoup. Alors donc, est-ce que ça me rend moins mal qu'un autre? Alors c'est ça. C'est pour ça que c'est un peu artificiel, toute cette notion de cumul de traits morphologiques pour définir sa position sur le continuum. La stratégie de déconstruction de la binarité sexuelle par le mouvement anti-binaire peut avoir une apparence de légitimité pour un public non averti. Elle peut sembler légitime si on le prend sous l'angle d'une volonté d'inclusion sociale des minorités sexuelles, mais en fait, il faut bien se le dire, il s'agit d'une pseudo-science. En réalité, l'objectif est d'amalgamer et même de remplacer dans notre société l'identité sexuelle binaire, homme-femme, jugée oppressive et arbitraire, par la vision subjective de l'identité de genre. Dans l'article intitulé « Sex Redefined », qui a été publié dans la revue Nature, Claire Ainsworth fait l'étalage de la variabilité complexe des divers niveaux de sexe pour conclure avec une citation qui provient d'un collègue. Cette citation dit « Mon sentiment est que, puisqu'il n'y a pas un paramètre biologique qui prenne le pas sur tous les autres, en fin de compte, l'identité de genre semble être le paramètre le plus raisonnable. » Elle conclut l'article en disant que la seule façon de connaître le sexe d'une personne est de le lui demander. Les activistes anti-binaires sont convaincus que l'identité de genre est un critère plus raisonnable pour définir le sexe, car pour eux, l'existence de personnes qui ont des caractéristiques sexuelles intermédiaires entre mâle typique et femelle typique, ou qui ont des traits morphologiques intermédiaires, est la preuve que le sexe est un continuum. Or, si le sexe est un continuum, il devient impossible de tracer une ligne de démarcation objective entre les deux sexes. Ce faisant, les catégories hommes et femmes deviennent arbitraires. Ainsi, il serait odieux de continuer à classer les humains dans ces catégories. Il serait particulièrement odieux pour ceux qui considèrent ne pas appartenir à leur sexe. Alors, je pense ici aux personnes transgenres. Il y a ici une manipulation et une transformation de la réalité pour réfuter la binarité sexuelle. Les activistes anti-binaires utilisent la complexité et la variabilité du développement du corps humain pour obscurcir la réalité et obscurcir la définition du sexe. Or, il est impossible de déconstruire une réalité observable, tel le sexe binaire, tout comme il est impossible d'affirmer que la Terre est plate. Donc, pour atteindre leurs objectifs, les anti-binaires ont faussé la définition du sexe et tablé sur la crédulité et la sympathie de la population pour les minorités sexuelles afin d'imposer leur idéologie. Il s'agit, selon moi, de la plus grande fraude intellectuelle du 21e siècle parce qu'elle touche directement la nature humaine. Il est évident que la protection des droits des minorités sexuelles ou transgenres ne peut pas se faire en se fondant sur un déni de réalité qui affecte les droits et libertés d'autres membres de la société. Le rejet du marqueur sexuel en faveur d'un marqueur identitaire de genre nuit aux droits des femmes à l'égalité, à leur sécurité, à l'équité dans le sport féminin et à des soins de santé adaptés à leur sexe. Cela nuit aussi aux droits des personnes homosexuelles qui revendiquent une orientation sexuelle basée sur le sexe plutôt que sur le genre. Cela affecte négativement la qualité de l'éducation de nos enfants,
De plus, cet activisme anti-binaire, irrationnel, est contre-productif pour l'émancipation des minorités sexuelles que l'on veut, avec raison, protéger.